Allez, deux derniers chapitres de l'année. On aurait dû être en vacances. On continue encore, c'est de ma faute, on a pris du retard. Donc, deux derniers chapitres sur le monde quantique. Voilà. Vous n'êtes pas sans remarquer que j'ai fait la coupe Antoine Bégor. Hein. Voilà, on ne pouvait pas faire autrement, période de confinement. Il a fallu faire autrement. Voilà, deux derniers chapitres. Donc, sur la mécanique quantique. Donc, un chapitre d'introduction sur la méca-Q. Et puis, on verra un deuxième chapitre d'application des notions dans certains cas. Voilà, première partie. On va regarder un petit peu la dualité entre corpuscules. On va reprendre des notions que vous avez vues l'an dernier. Donc, petit 1. L'onde est aussi un corpuscule. Voilà, donc début XXe siècle, on s'est aperçu que les niveaux d'énergie étaient quantifiés, notamment quand on regardait un petit peu les spectres émis par la lumière. Prenons le spectre de l'atome d'hydrogène, on sait que les niveaux d'énergie occupent des niveaux discrets, bien évidemment. Et deux physiciens sont intéressés à ça, début du XXe siècle. Donc le premier, Planck, qui a établi en fait que l'énergie échangée était proportionnelle à la fréquence ou à la différence de fréquence. Et donc, cette énergie se mettait sous la forme E égale h nu, avec h la constante de Planck, nu la fréquence, E l'énergie. De là, un physicien a repris les travaux de Planck et s'est dit, nécessairement, si l'énergie est quantifiée, peut-être que dans la lumière, on a des particules, des grains de lumière, qu'on va appeler des photons. Donc ça, c'est la notion d'Einstein en 1900. Ici, il a commencé à présenter le principe en 1905 pour établir et pour avoir le prix Nobel en 1921. Ici, donc ces grains de lumière, chaque grain de lumière va véhiculer une énergie E égale h nu. Ici, donc on va associer bien évidemment à l'énergie véhiculée ces particules élémentaires qui composent la lumière. Donc ces photons, particules de masse nulle, et chaque grain de lumière transportera cette énergie E égale h nu. Petit 2, la matière est aussi une onde. Alors cette loi bien sûr de Planck-Einstein, vous pouvez également la mettre sous la forme, puisque nu c'est oméga sur 2pi, vous le trouverez également sous la forme E égale h bar oméga, h bar constante de Planck réduite, qui vaut h divisé par 2pi, dans ce cas-là oméga c'est la pulsation. La matière est aussi une onde. Alors ça, on s'en aperçoit si on refait l'expérience, par exemple, des fentes Young, ici. Donc, non pas directement avec un faisceau de lumière, mais on va essayer d'amener photon par photon. Ici, on va essayer de faire passer par les deux fentes Young. Donc, vous regarderez sur la figure 1, sur les schémas B, C, D, E. Petit à petit, on véhicule des grains de lumière et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, eh bien, ces grains de lumière ont une probabilité de présence plus importante à certains endroits, en liaison avec l'optique ondulatoire. En fait, la probabilité de présence de ces photons est plus importante à des endroits où la différence de marche est un nombre de fois entière, ici, la longueur d'onde. Par contre, on s'aperçoit qu'on aura quasiment absence de photons, très peu de photons qui vont intervenir dans des zones où la différence de marche, ici, entre l'une des fentes Young et l'écran, est un nombre de fois impair la demi-longueur d'onde. Et au bout d'un moment, donc on retrouve ici des interférences constructives, des interférences destructives. De là, trois notions importantes qui sont liées au caractère ondulatoire des particules. La relation de De Broglie. Donc attention, hein, De Broglie, ça s'écrit De Broglie. Donc en fait, on associe ici, c'est le but de la relation de De Broglie, à toute particule matérielle possédant une quantité de mouvement P, on associera une longueur d'onde. Donc P égale H sur lambda. D'autre part, puisque H sur lambda, on peut le mettre sous la forme ici H bar, donc H sur 2pi, hein, on peut diviser H par 2pi, 2pi sur lambda, et donc vous voyez qu'en fait, H sur 2pi, on peut marquer ça sous la forme donc constante de Planck réduite, et 2pi sur lambda, K, donc P égale H par K, relation de De Broglie. On associe à une particule de quantité de mouvement P, égale mv en mécanique classique, on peut associer une longueur d'onde H sur lambda. Côté relativité,
on pourra écrire que l'énergie, c'est P2C2 plus N2C4. Donc la particule, si elle est au repos, pas de quantité de mouvement, pas de vitesse, du coup, on a E2 égale M2C4. Donc E égale MC2, la fameuse relation en fait qui distribue, qui donne la valeur de l'énergie de repos d'une particule qui est égale à MC2, la fameuse loi qu'on retrouve très souvent, qu'on attribue très souvent à Einstein. Par contre, de la même façon, pour un photon, la masse étant nulle, à ce moment-là, E2 c'est P2C2. Ici, E2 c'est P2C2, donc E égale PC. On peut remplacer P par H sur lambda avec la relation de De Broglie, Hc sur lambda, ça fait H nu pour trouver bien sûr la loi de Planck-Einstein. Enfin, dernière chose importante, alors bien évidemment, ici sur cette relation-là, on peut aller un petit peu plus loin en disant bien évidemment que la quantité de mouvement en mécanique classique, c'est égal à mv. En mécanique relativiste, on peut généraliser et écrire que la quantité de mouvement P, c'est gamma mv, avec gamma un préfacteur qui est égal à 1 moins V2 sur C2. Ce qui fait qu'en mécanique classique, ici, je vous rappelle que l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv2. En fait, c'est P carré sur 2m. Si on écrit P carré, ça nous fera gamma 2 M2V2 sur 2m, c'est-à-dire gamma 2 MV2 sur 2. Et si on regarde un petit peu gamma carré, gamma carré, c'est égal à 1 sur 1 moins V2 sur C2. Dans l'hypothèse non relativiste, V sur C est petit devant 1. Ça peut s'approximer en 1 plus V2 sur C2. Si V sur C est petit devant 1, vous voyez que gamma 2 s'apparente à 1. Et dans ce cas-là, gamma 2 valant 1, vous retrouvez bien qu'en mécanique classique, l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi de MV2. Dernier point là-dessus, le principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc deux formes de ce principe d'incertitude d'Heisenberg, ici. Si on l'écrit sur la quantité de mouvement sur la position, delta x, delta px supérieur ou égal à h bar. Qu'est-ce qu'il traduit, ce principe d'incertitude d'Heisenberg? Eh bien, il nous montre que la connaissance en même temps de la position et de la vitesse d'une particule, puisque la vitesse est liée à la quantité de mouvement, est impossible. Une bonne connaissance de position nous donne une moins bonne connaissance de la vitesse et inversement. Si on se focalise sur la mesure de la position d'une particule, on ne peut pas connaître sa vitesse et inversement. Donc en fait, je donne souvent l'exemple d'un puceron qui se déplace sur une plante, ici. Si je veux connaître parfaitement la position du puceron, on se rapproche de la plante. Et localement, comme l'appareillage de mesure modifie les conditions de la plante, par exemple la température est affectée par l'appareillage qui vient se rapprocher très proche de la plante. Dans ce cas-là, on va faire vibrer la plante autour de sa position d'équilibre, la feuille notamment. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit bien qu'on va perturber le déplacement, admettons, du puceron qui va se déplacer sur la plante. Et en fait, on veut faire une bonne mesure de sa position, mais en fait, ce qu'on va relever, bien évidemment, c'est pas le déplacement originel de l'animal sur la plante, ce qui fait qu'une bonne connaissance de position va entraîner le fait que l'appareillage se rapproche, et en voulant faire une bonne mesure de position, on modifie le comportement de l'animal sur la plante, et donc on aura une mauvaise connaissance de sa vitesse. Donc on ne peut pas connaître au même instant la position et la vitesse de manière précise, delta x, delta px, supérieur ou égal à h bar. Ça, on s'en sert par exemple pour la diffraction, pour exploiter. Je vous rappelle que lorsqu'on voulait faire passer de la lumière dans une fente de dimension petit a, ici, ça veut dire que delta x, c'est égal à petit a. Ça veut dire que delta px supérieur ou égal à h bar sur 1. Ici. Donc l'axe de x étant ici, voilà. Donc ça voudra dire que px, si vous mettez un angle θ ici, px, projection de p selon x, ce sera plus ou moins ici p sinus θ. Donc le delta px, ce sera 2p sinus θ qui sera supérieur à h bar sur a. C'est-à-dire sinus θ qui sera supérieur ou égal à h bar ici sur, si vous remplacez bien évidemment p par ici, d'après la relation de Broglie, on a dit que c'était h sur lambda.
ça nous fera h bar sur A, donc h sur 2πa. On simplifie par h, et donc vous avez sinus θ qui sera supérieur ou égal à lambda sur 4πa. Voilà, tout ça pour dire que si vous obligez la lumière, vous lui imposez de passer dans une fente de dimension petit a, vous voyez que le sinus θ sera supérieur ou égal à lambda sur 4πa. Plus la valeur de a sera petite, plus la valeur de sinus θ devra être importante, plus on aura un phénomène de diffraction. Le fait de vouloir faire passer la lumière dans un trou, dans une fente de dimension petit a, eh bien vous entraînez un phénomène de diffraction qui sera d'autant plus important que petit a est petite. On a également le principe d'incertitude d'Heisenberg lié à l'énergie et au temps. De la même façon, delta E, delta T supérieur ou égal à h bar. Une bonne connaissance du temps nous entraîne une mauvaise connaissance de l'énergie et inversement. Ne pas se formaliser sur la quantité qui est à droite. Vous verrez dans certains ouvrages, au lieu de mettre h bar, on met h, on met 1, etc. Tout ça, c'est simplement pour dire que le produit delta x, delta px est plus grand que quelque chose. Une bonne connaissance de l'un entraîne une moins bonne connaissance de l'autre terme. Voilà, grand 2, équation de Schrödinger. Voilà, petit 1, fonction. Allez, on passe à tout ça. Voilà, donc très important ici, dans ce paragraphe-là, on va définir la notion de fonction d'onde. La fonction d'onde est à la mécanique quantique, un petit peu comme ce qui est la cinématique à la mécanique classique. Donc c'est un outil qui va permettre de décrire les systèmes en mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est le domaine en fait de l'infiniment petit, ici, du domaine microscopique. Donc cette fonction d'onde, elle est fondamentale. Et donc, si on arrive à bien définir ce qu'est une fonction d'onde, on va voir que la matière peut se définir assez facilement par rapport à cette fonction d'onde. Donc la notion de densité de probabilité, très importante. Donc si vous avez un point M, ici, un petit volume d'étau. Eh bien, ce qui va être important, ce n'est pas la fonction d'onde qu'on va associer à M. On l'appellera psi ici du point M à l'instant T. Donc ça dépendra a priori ici des coordonnées de l'espace et du temps T. Ce qui va être important de définir par rapport à la fonction d'onde, c'est le module de psi au carré. En effet, la probabilité élémentaire dp. Pour que la particule se situe dans le volume d'étau, ce sera le module psi de x de t au carré d'étau. La probabilité élémentaire de trouver la particule ici en m dans le volume d'étau, module de psi bar de x de t au carré d'étau. Attention, ici, la fonction d'onde, en général, elle est complexe. C'est pour ça que je la note psi bar de x et de t. Et donc, la probabilité pour que la particule soit dans ce domaine-là, ici dp, est proportionnelle bien sûr à d taux. Et donc, le facteur de proportionnalité, c'est le module de psi bar au carré. Donc ça, c'est la densité de probabilité. Bien évidemment, somme des probabilités vaut 1. Donc, on a une condition de normalisation. La fonction psi bar au carré, module de psi bar au carré, est telle que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi bar de x et de t module au carré des taux égale ici 1, somme des probabilités fait 1. On va intégrer bien sûr sur les trois variables, ici, si on reste général, trois variables d'espace, qu'on soit en coordonnées cartésiennes, bien évidemment, x, y, z. Si on est en coordonnées cylindriques ou en coordonnées sphériques, bien sûr, on adapte. Au lieu d'avoir dx, dy, dz, on aura par exemple ici les variables ρθ, z en coordonnées cylindriques, rθ phi en coordonnées sphériques. Donc condition de normalisation intégrale sur tout l'espace où peut se trouver la particule de module de psi bar de m et de t au carré des taux égale 1. Si on réduit à une dimension, ici, donc on aura un axe des x. Eh bien, la probabilité pour que la particule se trouve entre x et x plus dx, dp, ce sera le module de psi bar de x et de t au carré dx.
Et la condition de normalisation, bien évidemment, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi bar de x et de t au carré dx égale 1. Voilà sur la condition de normalisation à une dimension. Principe de superposition, si vous avez deux fonctions d'onde psi 1 et psi 2, qui sont des fonctions d'onde qui vont représenter deux états possibles d'une particule, alors toute combinaison linéaire de ces fonctions d'onde est aussi une fonction d'onde représentant l'état de la particule. Donc en fait, si psi 1 et psi 2 conviennent, lambda 1 psi 1 plus lambda 2 psi 2 conviendra également. Et donc j'insiste bien sur le fait que cette fonction d'onde, elle peut être complexe. Petit 2, le PFD de la quantique. PFD de la mécanique quantique, donc cette fameuse équation de Schrödinger. Donc c'est une équation qui résulte d'une loi phénoménologique, comme le principe fondamental de la dynamique, comme la loi de Fick, comme la loi de Fourier, ici. Donc c'est le PFD de la mécanique quantique. Donc on peut donner ici comme énoncé de ce principe fondamental de la dynamique de 1925. Donc ça, on vous le mettra toujours dans les problèmes, pas besoin de l'apprendre. Moins h bar carré sur 2m, ici, d de psi de x de t par rapport à x de x2, plus v ici, donc je vous le mets à une dimension, v de x, psi de x de t, égale ih bar d psi de x de t par rapport au temps. Voilà l'équation de Schrödinger, écrite ici à une dimension. Moins h bar carré sur 2m, d de psi sur dx2, plus v de x psi de x de t, égale ih bar d psi sur dx. Quelques remarques sur cette équation de Schrödinger, ici. Ce qu'on note v de x, c'est l'énergie potentielle de la particule. Donc v de x, énergie potentielle de la particule. En fait, en général, la particule possédera une énergie cinétique, une énergie potentielle, une énergie mécanique. Eh bien, v de x, ça représente l'énergie potentielle de la particule. Autre chose, vous voyez que les termes devant les termes de psi, ça c'est un terme constant, le moins h bar carré sur 2m. ih bar, bien sûr, c'est un terme constant qui est imaginaire. Mais attention ici, vous voyez que le terme devant psi de x de t, l'énergie potentielle, dépend de x. Donc en général, vous voyez que c'est une équation différentielle linéaire à quotient non constant à cause ici de cette énergie potentielle qui en général dépend de x. Ce qu'on sera amené à faire, c'est qu'on aura différentes zones où se trouvera la particule. Dans ces différentes zones, peut-être que l'énergie potentielle ne sera pas constante. Donc on va résoudre l'équation dans chacun des domaines. On va découper l'espace en zones. On résout l'équation différentielle dans chaque domaine. Et ce qu'on va être amené à faire, on va raccorder ici les différents domaines en appliquant nos conditions limites, en appliquant à la fois la continuité de psi, de x de t, et la continuité de la dérivée de psi par rapport à x. Donc deux choses très importantes, on résout l'équation différentielle dans les différents domaines, et on raccroche par continuité en disant que la fonction d'onde est continue, ici, en tout point de raccordement des différentes zones, et la dérivée de psi par rapport à x est continue également. Enfin, dernière chose, qu'on verra au chapitre suivant, les conditions de symétrie de l'énergie potentielle seront les mêmes que les conditions de symétrie du module de psi au carré. Si l'énergie potentielle est paire, le module de psi au carré est pair. Si l'énergie potentielle est impaire, eh bien le module de psi au carré est impair également. Voilà. Donc ça, on ne l'apprend pas. On vous le donnera en exercice. Équation de Schrödinger, c'est le PFD, ici, de la mécanique quantique. Grand 3, on va voir la notion, ici, de la résolution en état stationnaire. Donc, grand 3, équation de Schrödinger en, ici, pour les états stationnaires. Voilà, petit 1, état stationnaire. Donc, ce qu'on va faire, on l'a vu un petit peu sur différents types de résolution, lorsqu'on a vu la propagation des cordes vibrantes, par exemple. En fait, on va chercher des solutions du type psi de x de t égale f de x fois g de t. On va essayer de rechercher des solutions stationnaires. Attention quand même. Je vous rappelle que sur les cordes vibrantes, par exemple,
on avait, par exemple, si on voulait travailler avec les complexes, on avait des formes en exponentielle ikx moins oméga t. La partie réelle nous donnait quelque chose en kx moins oméga t. Donc vous voyez que dans ce cas-là, quand on prend la partie réelle des solutions, on a bien sûr des solutions en nombre pour psi. Là, attention, psi peut être une fonction complexe. Donc, quand on va séparer nos fonctions complexes, on aura exponentielle ikx, exponentielle moins i oméga t. Donc, vous voyez qu'en travaillant avec des fonctions complexes, j'ai une fonction de x fois une fonction du temps. Donc, vous voyez que la stationnarité est un petit peu différente ici quand on va travailler sur des fonctions complexes. Nous, quand on avait bien sûr travaillé sur des solutions réelles, en prenant la partie réelle de cette solution-là, on aboutissait à une forme d'onde progressive. Et là, si vous travaillez avec des formes complexes, directement la séparation de x et du temps t. Donc, c'est un petit peu différent. Il faut comprendre cette notion de stationnarité ici, un petit peu comme ce qu'on a vu en mécanique des fluides. Par rapport à un observateur eulérien, sous ses pieds, la vitesse, elle est constante dans le temps. Mais à cause de la convection, un petit peu plus loin, la vitesse pourra prendre une autre valeur. Donc, bien renvoyer cette notion de stationnarité un petit peu comme celle que vous aviez comprise en mécanique des fluides. Donc, on va chercher une solution du type f de x fois g de t. Du coup, on la met dans l'équation de Schrödinger. Ça nous fera moins h bar carré sur 2m. La dérivée seconde par rapport à x, donc ça nous fera f seconde de x fois g de t, plus v de x. Psi de x de t, je peux le remplacer par f de x fois g de t. Et ça nous fait i h bar, dérivée de psi par rapport au temps, ça nous fera f de x fois g point de t. On divise tout par f de x g de t. Ça nous fera moins h bar carré sur 2m, f seconde de x sur f de x, plus v de x, qui est égal à i h bar, g point de t sur g de t. Vous voyez qu'ici, à gauche, on a une fonction de x, à droite, on a une fonction du temps. Et bien, une fonction de x peut être égale à une fonction du temps uniquement si cette fonction de x ou cette fonction du temps est égale à une constante. Quel que soit x, quel que soit t, deux fonctions, si elles sont égales, on fait varier x d'un côté, on fait varier le t de l'autre. Pour que ces deux fonctions soient égales, il faut que ce soit égal à une véritable constante qu'on va appeler grand E. Ce qui fait qu'on va avoir une résolution ici temporelle, une résolution spatiale. On aura ici sur la résolution temporelle IH bar ici G point de t sur G de t égale grand E. Et on aura moins H bar carré sur 2m F seconde de x sur F de x plus V de x égale grand E. Voilà les deux résolutions. Une résolution sur le paramètre temporel, sur le paramètre temps, et une résolution sur le paramètre spatial. Voilà. Dernier point, si on regarde un petit peu ce qui se passe physiquement, ici. Donc si on associe un petit peu différentes grandeurs et qu'on regarde ce qui se passe entre la mécanique classique et la mécanique relativiste. Donc si en mécanique classique, vous avez, admettons, la position petit x, en mécanique relativiste, on va lui associer la fonction x fois phi de x. L'énergie potentielle, EP de x, on va lui associer ici V de x fois phi de x. À la quantité de mouvement, P de x, on va lui associer un opérateur moins i h bar d phi de x sur dx. Du coup, l'énergie mécanique, qui vaut bien sûr l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, 1/2 de mv2, c'est la quantité de mouvement au carré sur 2m, plus l'énergie potentielle. Si on fait donc ici l'énergie cinétique, ce terme-là, P carré sur 2m, ça revient bien sûr à faire 2 fois cet opérateur, moins IH bar d phi sur dx, 2 fois. Donc ça nous fera ici moins H bar carré d de phi sur dx2. Plus l'énergie potentielle, c'est potentiel V de x multiplié par phi de x. Bien évidemment, en mécanique,
ça revient à la notion d'énergie mécanique. En mécanique quantique, ce sera E, bien sûr, appliqué à la fonction phi de x multiplié par la fonction temporelle, donc E fois phi de x, ici. Et en fait, on va poser comme nouvel opérateur, puisque vous voyez qu'en fait, moins h bar carré, bien sûr sur 2m ici, donc moins h bar carré sur 2m dérivée seconde de phi de x ici. Donc si vous l'écrivez sur ce paramètre-là, que vous passez en temps sur ces variables-là, d2 psi sur dx2, plus v fois phi de x. Et de l'autre côté, vous voyez apparaître, bien sûr après, vous pouvez rentrer ces variables-là avec des variables spatiales et temporelles, ici. Voilà, on peut l'appeler fonction psi. Voilà. Et bien, vous voyez que de l'autre côté, dans le terme de droite, en fait, on s'aperçoit que l'opérateur énergie qui est là, ça sera un nouvel opérateur qu'on notera grand H, comme on a vu le Laplacien, le D'Alembertien. On a un nouvel opérateur qu'on appellera l'hamiltonien. Et l'hamiltonien, en fait, si on regarde le membre de droite de l'équation de Schrödinger, ce sera IH bar d psi sur dt. Donc, si on applique l'hamiltonien à la fonction psi, eh bien, ça revient à faire IH bar d sur dt appliqué à la fonction psi. Donc, en fait, la position est remplacée par la position multipliée par phi de x. L'énergie potentielle, en mécanique quantique, il faudra penser que cette énergie potentielle sera notée très souvent V de x. V de x fois phi de x. La quantité de mouvement P de x, un opérateur moins IH bar d phi sur dx. D'où l'énergie mécanique cinétique plus potentielle. Donc on aura les deux termes. On applique deux fois ce terme-là, plus l'énergie potentielle. On arrive au terme de droite, et le terme de droite, c'est une fonction E appliquée à psi de x de t. Et cette fonction E, c'est l'hamiltonien appliqué à la fonction psi, qui est égale à IH bar des psi sur dt. Voilà, grand 4. On va essayer de résoudre déjà cette équation de Schrödinger dans le cas d'une particule quantique libre. Donc, grand 4, vision classique. Vision classique d'une particule quantique qu'on appellera libre, ici. Donc, petit 1, la particule se comporte comme une onde progressive. Voilà. Alors, si on fait la résolution temporelle, ici, on s'aperçoit que G point sur G de t, c'est égal à E sur IH bar, c'est-à-dire moins I, E sur H bar. Du coup, si on intègre cette relation-là par rapport au temps, on va arriver à G de t égale A exponentielle moins I, E sur H bar. Voilà la résolution temporelle. Maintenant, la résolution spatiale, ici, on va pouvoir multiplier cette relation-là ici par 2m sur H bar carré. Donc, en fait, j'obtiens f seconde de x, ici. Donc, plus E moins V de x, ici, 2m sur H bar carré, f de x égale 0. Mais ce qu'on appelle une particule quantique libre, c'est une particule qui est soumise à aucune force, donc à aucune énergie potentielle. Voilà la forme de l'équation différentielle auquel on arrive. F seconde de x plus 2m f de x sur h bar 2 égale 0, que je remets. F seconde de x plus 2m sur h bar 2, f de x égale à 0. Voilà. Selon le signe du terme en 2m sur h bar 2 E, bien sûr, on a différents types de solutions. 2m sur h bar 2, c'est positif. Tout dépend du signe de E. Si E est égal à 0, dans ce cas-là, vous avez f seconde nulle. Ça veut dire que f de x, fonction affine de x. Mais du coup, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, eh bien, on s'aperçoit qu'f de x tend vers l'infini. Et du coup, psi de x de t est infini, ce qui n'est pas possible physiquement à cause de la condition de normalisation. Si E est négatif, on a des solutions bien sûr exponentielles. A exponentielle kx plus B exponentielle moins kx. Là, pareil, en x tendant vers plus l'infini ou vers moins l'infini, ce terme-là est explosif.
Donc nécessairement, impossibilité d'avoir f de x qui tend vers l'infini quand x tend vers plus ou moins l'infini. La seule solution possible, c'est telle que f de x égale b exponentielle i kx ou b' exponentielle moins i kx avec k ici, la quantité, on posera k carré égale ce terme-là, donc k carré égale 2me sur h bar carré. Donc en posant k carré égale 2me sur h bar carré, on aura des solutions du type b exponentielle ikx plus b' exponentielle moins ikx. On a trouvé f de x, on a trouvé g de t. Du coup, je peux obtenir psi de x de t. Ce sera une constante, admettons AB. Si vous retenez le terme en exponentielle ikx, fait exponentielle ikx moins ici e sur h bar fois le temps. Voilà. Du coup, on s'aperçoit qu'on retrouve une onde progressive vers les x croissants pour cette solution-là. L'autre terme, bien sûr, nous donnerait un terme d'onde progressive vers les x décroissants. Quelque chose du type kx moins e sur h bar t. En sélectionnant cette solution, onde progressive vers les x croissants. Voilà pourquoi la particule, en fait, se retrouve ici sous forme d'onde progressive. Petit 2, la solution de la partie temporelle va vous redonner l'équation de, ici, l'équation de Planck-Einstein. Donc la solution temporelle, on a vu, hein, G de t, ici, sur cette solution-là, G de t, ici, A exponentielle, moins, ici, I, E sur H bar t. Je vous rappelle qu'en électromagnétisme, très souvent, ce terme temporel, on le mettait sous la forme A exponentielle, moins I oméga t. Bilan en identifiant les deux termes, on s'aperçoit que E, ici, sur h bar, c'est oméga. E égale h bar oméga. Ça fait h oméga sur 2pi, ça fait h nu. Donc vous voyez que la solution temporelle nous permet de retrouver, bien sûr, la relation de Planck-Einstein. Petit 3, la relation de dispersion va nous permettre de retrouver la relation de De Broglie. Petit 3. Petit 3, ici, on va montrer qu'en fait, la relation de dispersion nous permet de retrouver la relation de Broglie. Ici. Donc la solution, bien évidemment, qu'on a établie, psi de x de t. Donc on va mettre une unique constante, admettons c, exponentielle i kx moins ici oméga t. Donc si on remet l'équation de Schrödinger, moins h bar carré sur 2m, d de psi sur dx2, plus v fois psi, mais on ne l'a pas, puisque v de x égale 0, et de l'autre côté, j'ai ih bar d psi sur dt. Donc mettons la solution de psi dedans pour trouver l'équation de dispersion. Donc ça nous fait moins h bar carré sur 2m, je dérive deux fois par rapport à x, donc il sort ik puis ik. Donc ça fait moins k carré. Et de l'autre côté, on a ih bar, je dérive psi par rapport au temps, il sort moins i oméga. Ça fait cette relation-là. D'où oméga, ici, qui fera h bar k2 sur 2m. Voilà l'équation de dispersion. On a une relation oméga fonction de k. Vous voyez que cette relation-là n'est pas une relation linéaire oméga fonction de k. Ça veut dire que votre milieu, ici, se comporte comme un milieu, ici, dispersif. Je vous rappelle que lorsqu'on avait vu la propagation dans le vide des ondes électromagnétiques, oméga c'était ck, donc c'est une relation linéaire entre les deux. C'est pour ça qu'on avait dit que le vide se comportait comme un milieu non dispersif. Là, j'ai une relation oméga égale h bar k2 sur 2m. Grand E, l'énergie. Il n'y a pas d'énergie potentielle, il n'y a que de l'énergie ici sous forme cinétique. 1,5 de mv2, c'est-à-dire p carré sur 2m.
Donc on a P carré sur 2m, la seule forme d'énergie que l'on a ici. Seulement, on a vu ici, par la relation de Planck-Einstein, que E, c'est aussi H bar oméga, hein, H nu. Donc ça nous fera H bar. Je remplace oméga par sa valeur, donc H bar K2 sur 2m. Donc ça fait H bar K2 sur 2m. Ce qui fait que j'obtiens que P2, c'est H bar carré K carré. Donc P égale H bar K. Comme H bar, bien évidemment, c'est H sur 2pi. H sur 2pi fois K. On retrouve bien H sur lambda. Relation de De Broglie. La quantité de mouvement est reliée à la longueur d'onde par cette relation-là. P égale H bar K. De la relation de dispersion, vous retrouvez bien sûr la relation de De Broglie. Petit 4, le caractère paquet d'onde nous permet de retrouver le principe d'incertitude d'Heisenberg. Alors, je vous rappelle, dans le premier chapitre qu'on avait fait d'introduction à l'optique, hein, quand on avait regardé un petit peu la forme des trains d'onde, on avait dit que delta oméga, delta t supérieur à 1. Hein, je vous avais dit notamment, si la longueur du train d'onde était infinie, à ce moment-là, si donc delta t infini, delta oméga tend vers 0, on prend une onde sinusoïdale étendue infinie. Bah, si on a une étendue infinie, bien sûr, delta oméga tend vers 0, delta nu tend vers 0, ce qui fait qu'on aura une onde parfaitement monochromatique. Ça n'existe pas. On aura toujours une largeur, ici, une largeur. On ne pourra pas produire un train d'onde pendant une durée infinie. Ce qui fait que plus la longueur du train d'onde sera grande, plus delta oméga sera petite. On va se rapprocher d'une source monochromatique si jamais, ici, on a une longueur de train d'onde infiniment grande. Delta oméga multiplié par delta t supérieur ici à 1. Mais comme on a une relation E, d'après la loi, bien sûr, de Planck-Einstein, E égale H bar oméga, en fait, delta oméga, c'est delta E sur H bar, que je peux remplacer ici. Donc, vous voyez que delta E, delta T, supérieur ou égal à H bar. Je retrouve le principe d'incertitude d'Heisenberg, écrit en énergie et temps. Donc, en fait, le caractère paquet d'ondes qu'on avait vu, je vous rappelle, delta oméga, delta T, supérieur ou égal à 1. Plus la longueur du train d'onde est grande, plus, ici, le delta oméga est petit. Hein. Ici, à partir, quand on fait la décomposition, ici, la transformation de Fourier d'un signal, transformation de Fourier d'un signal sinusoïdal d'extension infinie, eh bien, on aura simplement quelque chose de parfaitement monochromatique. Longueur du train d'onde plus court, étalement, ici, on n'aura pas quelque chose d'infiniment fin, mais on aura quelque chose de plus élargi. Delta oméga, delta t supérieur ou égal à 1. Revoir le premier chapitre d'optique. Hein, on avait vu des lorentziennes, hein, des gaussiennes, etc. En fait, plus la largeur à mi-hauteur est importante, ici, plus le delta t est petit et inversement. Delta oméga, delta t, ça entraîne delta E, delta t supérieur ou égal à H bar. Petit 5, la vitesse de groupe. Donc pour ça, on reprend la relation de dispersion. Donc on a établi précédemment que la fonction oméga, ici, qu'on avait tout à l'heure, la relation de dispersion, c'était H bar K2 sur 2n. Je vous rappelle que la vitesse de groupe, VG, c'est d oméga sur dk. Bon, il faut dériver oméga par rapport à k pour avoir cette vitesse de groupe. Donc H bar sur 2n étant constante, je dérive K2 par rapport à K, ça nous fait 2K. Voilà, donc du coup, vous voyez que cette vitesse de groupe, c'est H bar K sur M. En fait, la quantité de mouvement divisée par M, la vitesse de la particule. La vitesse de groupe, ici, que l'on va obtenir, H bar K sur M. Voilà pour la définition de la vitesse de groupe. Je termine petit 6, le courant de probabilité.
le courant de probabilité. Donc si on reprend dp, si on se limite à quelque chose ici uniquement selon x, ça nous fera un psi au carré dx. Si je me sers de la vitesse de groupe, on peut dire que dx, c'est vg dt. Donc psi carré vg dt. Voilà dp. Eh bien, on va introduire un vecteur j, vecteur densité de courant de probabilité, donc la quantité psi carré, ici, vg, ux, puisque là le phénomène est selon x, par exemple, ici. Donc, vecteur densité de courant de probabilité, ce sera en fait le module de psi au carré, on va le multiplier par vg, le tout selon ux, avec vg, bien évidemment, la quantité h bar k sur m. On définit le vecteur densité de courant de probabilité, tout à fait par analogie avec une sorte de vecteur densité de courant, ici, de conduction, ρ fois la vitesse, ou vecteur densité qu'on avait vu en mécanique des fluides, vecteur densité de courant de vitesse, ici. Donc, à ce moment-là, on avait la masse volumique fois la vitesse, etc. Ici, vous avez un nouveau et dernier vecteur, vecteur densité de courant de probabilité. Donc, le module de psi au carré multiplié par Vg, le tout selon Ux, si on a quelque chose d'unidimensionnel, avec Vg qui fait h bar k sur m. De là, bien sûr, on aura des équations de conservation, comme on a eu en électricité, div de JC plus 0 sur dt égale 0. Bah là, vous avez quelque chose de tout à fait analogue. On aura divergence de J, plus la dérivée de ρ par rapport au temps, c'est joué par psi carré. Donc la dérivée de psi carré par rapport au temps égale 0. Équation ici de conservation. J joue le rôle tout à fait analogue ici du vecteur JC, du vecteur JN, du vecteur JV, plus la dérivée de la densité volumique de charge, dérivée de la quantité de la masse volumique par rapport au temps. Bah là, le rôle joué par ρm, par la densité ici volumique des porteurs de charge mobiles ou la masse volumique, ben vous voyez que ça remplace le terme en psi carré. J'ai ici quelque chose fois la vitesse, hein, comme un ρv fois la vitesse selon ux. Donc l'équation de conservation dit de j plus d ρ, ici dérivée du module de ρ au carré par rapport au temps égale à 0. Voilà ce premier chapitre. Donc, revoyez bien les notions, bien sûr, relation de De Broglie, Planck-Einstein, mais ça, c'est du connu. Hein. Les deux principes d'incertitude d'Heisenberg. La notion importante en mécalcul, c'est la définition de fonction d'onde. Fonction d'onde toute seule, pas tellement intéressant, mais surtout la fonction d'onde, le module à fonction d'onde au carré, puisque la probabilité va être liée à ça, ici. N'oubliez pas que le module de psi carré, forcément, avec la condition de normalisation, la somme des probabilités est égale à 1. Attention, psi, en général, est une fonction complexe. De là, on a le principe fondamental de la dynamique, ici, de la quantique, qui est l'équation de Schrödinger, moins h bar carré sur 2m, dérivée seconde de psi par rapport à x, plus v psi, égale i h bar d psi sur dt. On ne l'apprend pas, mais vous allez voir qu'à force de l'utiliser, on devra le connaître, ici. Attention, l'énergie potentielle, c'est v de x. Les coefficients en général sont variables dans le temps. On résout l'équation différentielle dans tous les domaines. On raccroche par continuité avec les conditions limites. Psi et des psi sur dx seront des fonctions qui seront continues. Et les conditions de symétrie de V seront les mêmes que les conditions de symétrie pour psi au carré. État stationnaire, on sépare le paramètre spatial et temporel. On a une résolution à faire en temporel et spatial. Voir bien la notion d'hamiltonien, hein, qu'on va affecter ici, hamiltonien ici appliqué à la fonction psi. Cet hamiltonien, c'est un IH bar d sur dt. Voilà le dernier opérateur qu'on verra. Du coup, on résout ça pour une particule quantique libre, pas de force, pas d'énergie potentielle. Donc la particule se comporte comme une onde progressive. La partie temporelle vous redonne l'équation de Planck-Einstein. La relation de dispersion vous redonne la relation de De Broglie. Le caractère paquet d'onde vous redonne le principe d'incertitude d'Heisenberg. La vitesse de groupe, dω sur dk, vous la sortez à partir de la relation de dispersion. Donc, quantité de mouvement, c'est h bar k. Donc, ça nous fera ici h bar k sur m. Donc, la quantité de mouvement sur m, c'est-à-dire la vitesse. Et de là, on définit un vecteur densité de courant de probabilité. Donc, le module de psi au carré fois la vitesse de groupe, avec la vitesse de groupe h bar k
sur M. Voilà, on terminera sur un dernier chapitre d'application, ici dans des cas concrets, des puits de potentiel infini, des puits de potentiel fini, effet tunnel, et on appliquera ça ici à des systèmes chimiques. On reverra ça un petit peu plus tard.